Ah, c'est bon, Mickaël. Ouais, normalement, ça devrait le faire. On va faire comme on peut. Regarde, Simon. Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ouais, oui. Bon, Bernard, tu m'entends bien? ouais, Ah, c'est bon. je l'entends bien. Oui, Une tête de comique. Bonjour à tous. Merci de votre. Il vous entendra pas. Vous pouvez pas communiquer avec lui. Et il n'y a pas de caméra, Alors, c'est juste la visio que vous avez. Bernard, Donc, on t'entend par contre. Moi, je pardon. t'entends. Ok, super. Alors, bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. Merci d'être là malgré les contraintes météorologiques. Désolé de ne pas être en présentiel avec ceux qui sont sur 3, mais là, c'était un peu dangereux de prendre la route. On va commencer tout de suite avec quelques minutes de retard, et je m'en excuse, avec cette grande deuxième phase de nos séances de campus pour rentrer un petit peu plus dans la méthode et dans la pensée de Rachi avec cette question. Comment Rachi répond à une question avant même de la poser? Alors, il y a quelques interférences. Peut-être fermer les micros pour ceux qui pour pas qu'on vous entende. Ça va aller. Donc, quand j'ai posé le titre de cette séance, comment Rachi répond à une question avant même de la poser, cela décrit un réflexe précis de sa pensée. La plupart d'entre nous abordent un texte ainsi, nous lisons quelque chose nous gêne, alors nous formulons une question et nous cherchons dans un second temps une réponse. Rachi, Rachi fonctionne exactement à l'envers. Du moins, de notre point de vue, cela paraît fonctionner à l'envers. Lui, la Torah n'est jamais un texte plat, c'est un texte extrêmement conscient de lui-même. Chaque mot y est pensé, chaque tournure est voulue. Donc, si un passage paraît obscur, contradictoire ou simplement surprenant, ce n'est pas un défaut du texte, c'est un signal. Donc, je vais préciser ma pensée, mais ce n'est pas que Rachi prend le contre-pied de la logique, c'est que nous découvrons, grâce à lui, un certain nombre de choses. Par exemple, que la Torah pose des questions silencieuses, que ces questions précèdent toujours nos propres interrogations et que le commentaire de Rachid vient souvent nous éclairer avant même que nous ayons pris conscience de la difficulté. Autrement dit, et je clôturerai cette minute de pensée très brièvement, Rachid ne répond pas avant la question, il répond à notre question. Et c'est peut-être ici le mot-clé. Il répond à notre question. Alors la méthode de Rachid, pour le dire très brièvement et de prime abord, elle consiste à repérer ces signaux. Une répétition apparemment inutile, un changement soudain de l'expression, un mot rare, une construction grammaticale inhabituelle ou une image qui semble décalée. Et c'est exactement à cet endroit précis que Rachid s'arrête et il comprend que ici se cache une question. Que Rachid lit dans le texte ce que nous n'avons pas encore formulé, cela signifie il ne commente pas seulement le sens des phrases,
il commente leur nécessité. Il entend l'intention cachée derrière les mots. La méthode de Rachi, c'est donc une méthode d'écoute, avant tout. C'est une méthode d'écoute absolue du texte. Il ne répond pas avant la question par magie, mais parce qu'il considère que dans la Torah, comprendre, c'est découvrir la question implicite. C'est cela, au final, le cœur pragmatique du génie de Rachi. Découvrir la question implicite. Et pour ouvrir notre séance, même si nous l'avons ouvert, mais pour ouvrir notre séance, j'aimerais vous proposer un léger pas de côté, en quelque sorte un retour en arrière. Alors, il y a quelques bruits, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a quelques bruits en fond. Voilà. Si vous pouvez, désolé, tout le monde m'entend bien, hein? C'est pas grave. Alors, on continue. Pour ouvrir notre séance, j'aimerais vous proposer un léger pas de côté, un retour en arrière, et vous lire 3 textes qui sont en réalité des prises de notes, de prises de parole, d'intervention, des paroles que l'on peut appeler vivantes, car elles ont été prononcées à 3 il y a maintenant près de 4 ans, lors du tout premier Yom Rashi, à l'occasion d'une des 2 tables rondes consacrées au génie de Rachi. Le premier texte est issu de l'intervention du grand rabbin de France, Chaim Corsia, récemment élevé en janvier 2026 au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Le deuxième texte est celui de Paul-Henriette Lévy, une essayiste et journaliste assez intéressante. Et enfin, le troisième texte est issu de l'intervention du docteur Ariel Toledano. Ces 3 voix ne disent pas la même chose, mais elles disent quelque chose de commun. Elles interrogent la singularité de Rachi, si tant est que cette singularité soit unique. Tout d'abord, laissez-moi vous lire ma prise de notes sur l'intervention de Chaim Corsia, et cela n'engage que moi. Dans un texte, dans une prise de parole, on pourrait titrer Rachi et le génie français du judaïsme. Il nous dit la magie de Rachi réside dans ses commentaires. Ils sont devenus une référence universelle, à tel point qu'il a, sans bruit, instillé une part de génie français dans la manière même dont le monde entier lit et comprend la Bible et le Talmud. Et voici la question qu'il nous pose. Quelle est cette spécificité? À mon sens, nous dit-il, elle tient en un mot, le questionnement. Le mot Adam en hébreu, en 4 lettres, ou plutôt en 3 lettres en hébreu, Adam c'est Aleph, Dalet, Mem final, ou en français, Adam, ce qui va donner au final Adam, le premier homme. Le mot hébreu Adam, l'homme, possède exactement la même valeur numérique. Vous savez que chaque lettre a son correspondant mathématique, et vous le savez maintenant mieux que moi, je n'aime pas fondamentalement les chiffres, mais chaque lettre a son correspondant numérique. Adam est égal à 45, c'est égal à un autre mot en hébreu, c'est le mot ma, en 2 lettres, mem et ou, simplement M-A. Et ce petit mot veut dire, ou incarne, la question simple que tout le monde peut se poser, quoi? Comme si l'homme était par essence une question vivante. Le judaïsme, nous dit-il, ne se satisfait jamais d'une réponse toute faite. Il interroge les situations, même celles que l'on ne questionne plus. Et il porte au cœur même de cette interrogation une capacité à espérer face à l'impossible. Être juif, nous dit le grand rabbin de France, ce n'est jamais agir mécaniquement, c'est réfléchir à chaque acte. Et pour le dire, la Torah, la Bible, le Talmud
a une formule magnifique, et encore une fois, ce n'est pas fondamentalement important de la dire en hébreu, mais je vais quand bien même la dire dans sa formule originelle, Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah n'a pas interdit, si ce n'est que l'acte pensé. Autrement dit, le judaïsme n'interdit pas seulement des gestes, ou n'incite pas à rentrer seulement dans le monde de l'action, mais il exige aussi et surtout une conscience. Il impose une pensée. Il oblige l'homme à se demander ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi que le judaïsme apporte au monde une capacité rare, celle de penser, y compris l'impensable. Mais ce qui rend Rachi absolument singulier dans le judaïsme français, c'est, nous dit le grand rabbin de France, une seconde obsession, complémentaire de la première, le mot juste. Rachi peut, par un seul mot, déverrouiller une difficulté biblique, résoudre une tension talmudique ou éclairer un passage que des pages entières n'auraient pas suffi à expliquer. Cette double exigence, le questionnement d'une part et la précision absolue du langage de l'autre, permet de dépasser ce que d'autres savent faire. Car il y a une différence fondamentale entre reproduire avec talent et inventer une nouvelle manière de penser. Et c'est précisément là, et c'est la conclusion du Grand Rabbin de France, que réside l'apport majeur de Rachi, dans cette capacité à créer du sens là où il semblait épuisé. C'est ce premier texte que j'avais envie de vous lire. Laissez-moi continuer par ce second texte de celle qu'un ami appelle Shaoul, avec beaucoup d'affection, Paul-Auriel Lévy, le génie du judaïsme français, encore une fois, avec un texte qu'on pourrait titrer Le génie du judaïsme français en 4 actes et un paradoxe. Le génie du Rachi, nous dit Paul-Auriel Lévy, et non les génies, se résume de manière très pragmatique. 4 actes et un paradoxe. Rappelez-vous de cela. Le premier acte, c'est l'écriture. L'idée fondatrice de consigner les débuts de l'humanité, de poser un décor, d'inscrire l'homme dans une histoire plus grande que lui à travers des récits fondateurs. Le deuxième acte, après l'écriture, c'est l'étude. Non pas répéter l'histoire, mais la comprendre, l'interroger, l'examiner à l'aune de ce que nous sommes. C'est ce qui fait que l'étude n'est jamais figée, qu'elle est en mouvement permanent. Après l'écriture, après l'étude, il y a un troisième acte, c'est le commentaire. Cette invention que l'on pourrait appeler radicale, de faire des propositions nouvelles, de les adapter à chaque époque, tout en inscrivant cette histoire dans une dimension infiniment intemporelle. Et puis, ce dernier acte vient le partage. Dans l'écriture, il y a des récits, des lois, des codes, des interdits, des propositions adressées au monde. C'est ce qui rend le judaïsme universel. Et pourtant, voici le paradoxe. Ce partage n'est jamais prosélyte. Il s'agit certes de partager, mais sans effacer, de transmettre, mais sans uniformiser. C'est une exigence de singularité, une fidélité à la différence. Et si l'on parle aujourd'hui de Rachi, c'est qu'il fallait désigner une figure inattendue de modernité, nous dit Paul-Auriel Lévy. Alors oui, Rachi fut à sa manière un modèle, avec ses filles, tout d'abord, auxquelles il a permis une certaine forme d'accès à l'étude dans une époque où cela aurait semblé impensable. C'est la preuve, conclut Paul-Auriel, que le judaïsme, en écrivant, en étudiant et en partageant, et je rajouterai en questionnement, ne cesse de traverser les siècles. Elle conclut avec cette phrase à méditer. Elle aime rappeler cette phrase de son père. Tu n'es pas athée, tu es ignorante. Voilà, tout est là, nous dit-elle. Le troisième texte est un texte un peu plus technique, mais j'avais envie de vous faire voyager un petit peu à la fois dans le passé, à la fois
nous aérer un petit peu l'esprit, créer une matière à penser. C'est un texte donc du docteur Ariel Toledano qu'on pourrait titrer encore une fois, si on aime les titres, un pont entre l'universel et le particulier. Alors, il revient sur un commentaire de Rachi sur l'Exode, au chapitre 26, verset 1. Rachi s'arrête sur la confection des tentures du tabernacle. Vous savez, ce sanctuaire portatif des Hébreux dans le désert qui va accompagner au final ce voyage qui durera 40 ans dans le désert. Et il revient, à l'instar du grand Abraham de France, sur cette expression Maasé Rochev, qu'on va traduire, mais il faut s'accrocher un petit peu. On va la laisser en suspens quelques instants. Salomon Munk en 4 lettres, M-U-N-K, dans son commentaire sur le guide des égarés de Maïmonide, évoque ici, pour traduire cette pensée, cette expression de Maasé Rochev, la notion d'amphibologie. Et je n'épelle pas. Rochev, nous dit-il, signifie à la fois la pensée et le travail artisanal. Rachi explique que ce travail se matérialisait sur ces tentures-là par une broderie singulière. D'un côté, un aigle, d'un côté du tissu, un aigle, et de l'autre côté du tissu, un lion. Ça évoque, nous dit le docteur Toledano, une réflexion fondée sur un métissage permanent entre l'universel, le singulier et le particulier. Le génie de Rachi est évidemment double, génie du judaïsme, mais aussi génie de la France. Il a introduit dans son commentaire près de 5700 mots issus de la langue française. Et dans ce passage de l'Exode au chapitre 26, nous avons dit, par exemple, il utilise, excusez-moi, le mot fez pour décrire cette ceinture brodée, ornée, à l'instar des tentures du tabernacle, de figures différentes de chaque côté du tissu, de chaque face de cette ceinture-là. Rachi, il établit au final des ponts entre les cultures, entre les langues, entre le monde juif et le monde qui l'entoure. Et c'est pour le docteur, et c'est sa conclusion, l'expression la plus pure de ce que le judaïsme appelle, encore un mot en hébreu, bina, l'intelligence. Bina, comme ça s'entend. Beyena. C'est issu de la racine en 2 lettres, 3 lettres en français, ben, entre. Savoir être entre. Savoir relier. C'est la conclusion du docteur Toledano. Fort de cette matière à penser, lorsque nous posons cette question, pourquoi Rachi répond-il à une question avant même que nous la formulions, nous pouvons dire la chose suivante. Parce que pour Rachi, la question, elle ne naît pas dans l'esprit du lecteur, elle naît dans le texte lui-même. Nous lisons souvent avec des attentes, des habitudes, des automatismes. Nous cherchons du sens là où nous pensons qu'il devrait se trouver. Mais Rachi, lui, lié autrement au final. Il part du principe que si la Torah a parlé, si le verset a dit ce qu'il a dit, alors chaque mot est nécessaire. Et si un mot est nécessaire, alors il porte une intention et donc une question. Et c'est ici que rejoint ce que Chaim Korsia disait, le judaïsme commence non pas par la réponse, mais par cette question simple, ce quoi. Et Rachi radicalise ce quoi, cette question. Il demande constamment, systématiquement, pourquoi ce mot et pas un autre, pourquoi ici et pas ailleurs, pourquoi maintenant et pas plus tard. Et cette insistance, elle n'est pas gratuite. Elle révèle que le texte ne cherche pas seulement à informer, mais à former celui qui le lit. Paul-Henriette Lévy l'a exprimé à travers cette dynamique en 4 actes: écrire, étudier, comprendre, partager, commenter. La Torah n'est pas écrite pour être lue une seule fois, mais pour être
relue sans cesse. Elle a été écrite de manière à ce que chaque génération, soit obligée d'y entrer avec ses propres tensions, ses propres aveuglements, ses propres questions inexprimées. Et Rachi comprend cela. Il sait que certaines questions ne sont pas encore formulables, parce qu'elles touchent à ce que l'homme n'ose pas interroger, ses évidences, ses réflexes, sa manière d'agir sans penser. C'est pourquoi il arrête là où nous passons, il ralentit, il insiste sur un mot, sur une redondance, sur une image. Et là apparaît le pourquoi de la question. La Torah, comme le disait Ariel Toledano et le grand rabbin de France, d'une certaine façon, parle souvent en Maaseh Choshev, un acte qui est à la fois pensée et action. Et Rachi sait que le danger n'est pas l'erreur, mais l'automatisme. Agir sans penser, lire sans entendre. Rachi répond avant la question parce que la Torah parle à un homme qui ne sait pas encore ce qu'il doit demander. Il lit dans le texte ce que nous n'avons pas encore formulé, parce que le texte nous connaît mieux que nous connaissons au final. Et c'est peut-être cela, au fond, le génie de Rachi. Il ne nous donne pas des réponses toutes faites. Il nous apprend pourquoi certaines questions sont indispensables. Ce nécessaire dont nous parlons tout à l'heure, avant même que nous ayons compris pourquoi nous en avions besoin. J'aimerais avec vous faire une petite pause, laisser vos intellects réfléchir, mais en vous partageant une idée, enfin plutôt une scène cinématographique d'une question qui surgit là où on ne l'attend pas. J'aimerais quelques minutes vous amener ce que j'appellerais hors de la yeshiva, de ce moment d'étude, de ce campus, vers le cinéma. Vers le cinéma des frères Cohen. Alors, je ne pourrais véritablement en parler, je ne suis pas un grand cinéphile. Les frères Cohen, ces grands réalisateurs américains, qui ont souvent mis en scène le judaïsme non pas comme un musée, mais comme une expérience humaine, pleine de doutes, de situations absurdes, de questions sans mode d'emploi. Vous amenez vers un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui est un peu ancien, mais pas tant que ça, je pense un peu plus d'une dizaine d'années. En français, ça donne Un homme sérieux. En anglais, ça donne Serious Man. Et où il propose une parabole moderne. Le héros, très brièvement et sans spoiler aucunement, traverse une série d'épreuves incompréhensibles et il va consulter un rabbin, espérant une réponse claire. Et au milieu du film apparaît une scène étonnante qui m'a, moi, touché parce que mon père est dentiste et je vous en dis pas plus. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Euh, Normalement, ça va faire. Là. Vous m'entendez encore? Oui. Voilà, parfait. Alors, ça va commencer. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous entendez le son du film? Non. Alors voilà. Ah, on n'a pas le film pour l'instant. Là, vous n'avez pas le film? Non. Non. Alors, là, pas du tout. Non. Alors, on va recommencer. Arrêtez le partage. Je recommence.
de ballot de ne pas l'avoir. Partager, écran, une application civique, tout l'écran, autoriser. On y va. Est-ce que vous voyez le film? Là, vous voyez? Non. Non? Alors, là, toujours rien. Non. Nora, voilà. Alors, j'ai essayé. Mais, on va réessayer différemment. Désolé de ces. Peut-être que ça va mettre un peu de temps à se mettre. Est-ce que là, vous entendez? Non. 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 Vous entendez pas. Bon. Non. Là, vous voyez pas. Non. Non, on a un écran noir en fait. Alors, on va. Ah ouais, c'est dommage. Je vais essayer différemment. Recording in progress. Ouais, bon, alors ça va faire une minute. Alors, on va essayer comme ça. On va le faire. Un instant. Euh, Normalement, là, vous me voyez 2 fois, si je ne m'abuse. Voilà, on va le faire à l'ancienne. Là, vous voyez une image sur ma deuxième caméra. C'est bien ça? Non. Non. Alors, si, normalement, en fait, il va falloir que vous allez sur les intervenants. J'ai une deuxième. Oui. Bernard, je ne sais pas si tu peux me mettre sur ma deuxième Michael Amar en peut-être me l'épingler. Est-ce que vous voyez là? Non. Il faut descendre sur les intervenants. En fait, j'ai une caméra qui filme le film. C'est à l'ancienne. Ouais. Il faut que tu Ça va retournes, marcher. Michael. Faut que je retourne? De C'est quoi? 90, ouais. De 90 degrés. Voilà. Comme ça? Ouais, Top. Ok, parfait. on va essayer de voir ce que Vous ça allez donne. voir un peu moins bien. Mais voilà. Alors, on lance. Ah, ça va aller plus.
Moi, j'arrive pas à le mettre en grand écran. Tu peux pas l'épingler? Non, je peux pas. Non, Et là comme ça? non, 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 j'y Là, tu arrive peux pas. parce que je me suis désépinglé? Non. Non? Tiens, voilà, si, on peut faire comme ça. Ouais, voilà. Mais je pourrais pas faire plus grand. Et comme ça, non? Non, non, c'est retourné. Non, Non, ben là, c'est comme ça, faut tu... vraiment. Et tu peux pas m'envoyer le Ok. lien? Non, ça va être compliqué. Euh, on y va, on tente. Là, vous ne devez pas entendre le son, si? Non. Vas-y, mais remonte. Non. Ouais, non, ça va être compliqué. Là, vous entendez quelque chose? Non, il n'y a pas de son. Pas de son. Bon, alors on va passer, c'est pas très grave, pas Ouais, laisse tomber. dramatique. Pas dramatique. On va passer, je vous enverrai un lien. C'est quelque chose qui est assez sympathique. Je vais essayer de vous amener, non pas le spoiler parce qu'il faut le voir, mais, quand bien même essayer de vous raconter un petit peu ce que ça raconte. Donc, ces frères Cohen essayent de raconter un petit peu une scène, donc chez un dentiste, où un homme, donc le dentiste, va faire une empreinte à son patient et va découvrir sur cette empreinte des lettres gravées en hébreu où c'est marqué Oshieni, sauve-moi. Et ce que ça raconte, c'est que ce dentiste va pendant des heures ne plus endormir, essayer de vivre au final. Est-ce que d'autres patients ont eu ces lettres gravées sur ses dents, etc. Et en fait, parfois, les questionnements que chacun peut vivre, ça peut rentrer dans une certaine forme d'existentiel. Et je vous laisserai aller voir ce qu'au final les frères Cohen nous disent avec humour. On peut avoir une douleur, une dent, ou même un rabbin ou de l'hébreu, et pourtant passer complètement à côté de l'essentiel. Et Rachid, il fait exactement l'inverse. Il voit dans le détail du texte non pas un signe magique, mais une question exigeante. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de faire, au final, apprendre de Rachid à ne pas attendre que le sens soit gravé dans nos dents ou sur notre bouche, mais à entendre dans les mots du texte les questions qui parlent à notre existence. Nous avons déjà parlé de Hillel, vous savez, ce personnage biblique, talmudique plutôt, qui intègre l'opposition dans la manière même de comprendre, de vivre la compréhension. Hillel ne fuit jamais l'attention, il la pense, il la porte, il l'habite. Et c'est précisément dans cet esprit qu'il formule l'enseignement suivant. Dans les Maximes des Pères, toujours ce texte méditatif extrêmement important, au chapitre 1, le texte 14, la Mishnah 14, dans ce texte, Hillel ne donne pas des réponses confortables. Il pose des questions qui dérangent juste ce qu'il faut pour que la vie ne devienne pas un automatique. Et voici les questions qu'il pose. Je vais ne faire l'impasse de l'hébreu pour une fois, pour directement aller sur la traduction. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? On lit souvent ces phrases comme des slogans, mais en réalité, voilà ce qu'il lit Rachi dans ce texte-là. Hillel
décrit des situations très concrètes que chacun de nous, au final, traverse. Voici la première situation. Regardez peut-être autour de vous, en vous. Il y a cet homme ou cette femme qui s'efface toujours, qui dit oui à tout, qui a peur de déranger, peur d'exister trop fort. On lui demande, quand on lui demande un service, il accepte. Quand on lui confie une responsabilité, il s'incline. Et même quand son cœur lui souffle au final autre chose, il se tait. Il traverse les journées sans jamais décider vraiment. Il agit, mais comme on coche des cases, elle, au final, arrive devant cet homme-là. On peut tous imaginer un instant et il lui dit, si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Rachid éclaire cette phrase d'un commentaire très bref. Il nous dit, si moi je ne me lève pas, c'est ce que l'homme doit se dire, si moi je ne me lève pas pour agir, alors qui sera l'acteur de ma vie? Il ne parle pas d'idées abstraites, il parle au final d'un danger très simple, celui de déléguer sa vie. Ce jeu de l'action, il n'est pas un privilège, c'est une obligation, c'est un devoir. Ça, c'est la première situation de la vie. La deuxième situation dans la vie, c'est l'inverse, l'extrême opposé. Il y a cette autre personne, celui qui ne s'efface jamais, parce qu'il ne voit plus que lui. Ses intérêts, son confort, sa réussite, il aide quand ça l'arrange, il partage quand il y gagne, il étudie pour être admiré et non pour grandir. Et là encore, elle, le surprend. Il lui pose cette question désarmante. Et quand je ne suis que pour moi, que suis-je? Rachid glisse ici encore un de ses commentaires merveilleux. Même quand j'avance et que j'agis, je n'atteins pas encore pleinement mon but, mon devoir véritable, celui qui pèse sur mes épaules. Et c'est comme si elle lui disait, tu crois être un homme immense, un grand moi, mais en réalité tu es un minuscule moi. Parce qu'un homme qui vit sans les autres, c'est un homme qui rétrécit. Et voilà la troisième situation, et au final la dernière, la plus subtile, la plus répandue, et celle au final de la conclusion, parce que je ne veux pas être bref, et puisqu'on traite du questionnement, j'aimerais plutôt avoir le vôtre, du moins votre retour. Cette situation la plus subtile, celui qui comprend très bien, mais qui attend toujours, qui attend le plus tard, quand j'aurai le temps, quand ce sera un peu plus simple, le demain, procrastiner toujours et encore. Et à lui encore, et à lui aussi, elle lui pose une question très simple. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Rachid illustre cette question par une maxime talmudique dans son dernier commentaire sur cette maxime. Celui qui a travaillé la veille du Shabbat aura de quoi manger le jour du Shabbat. Mais celui qui n'a pas fait l'effort, alors, que mangera-t-il? Vous voyez au final même la question d'un repas à son heure. Elle nous apprend au final à être un homme qui pense avant d'agir, et Rachid nous apprend à être un lecteur qui pense avant de lire. Au travers du texte, que ce soit de la Bible ou du Talmud, à travers au final l'ensemble des textes commentés par Rachid, le texte ne cherche pas à donner raison à Pierre ou à Paul ou à Jacques, ou même à Rachid, mais il cherche surtout à nous apprendre pourquoi la question est au cœur même du judaïsme. Alors voilà, c'est un peu plus bref parce qu'on n'a pas eu le film qui durait quelques minutes, mais je promets quelque chose, peut-être pas de vous l'envoyer, mais
la prochaine séance, on le visionne tous ensemble, plutôt en présentiel, et qu'on réagisse a posteriori sur ces petites minutes de cinéma. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors cette fois-ci, j'ai le chat devant moi, donc même en Zoom, je vous lirai. Et oui, j'ai un lien de parenté avec mon frère, pour une question de Valérie. D'autres questions? N'hésitons pas, sinon on coupe et on se dit à la semaine prochaine en présentiel et en visio. Est-ce qu'il y a un rapport avec tout ce que Michael vient de nous dire, là, avec les questions d'Hillel, avec, alors je ne sais plus quelle partie de la Torah c'est, où c'est en marche. Parce que ça nous met en marche, ces questions, en fait. C'est l'objectif de tout cela. Et c'est l'objectif de tout cela. La question n'a pas vocation à figer le texte. Parfois, on a tendance peut-être à concevoir la question comme mettre le texte en pause et essayer de faire du surplace et de s'embourber dans une certaine tentative de réponse sans fondamentalement intérioriser la question. Et oui, alors je n'ai pas de référence au final à ce que vous dites lorsque vous parlez de En Marche. Je ne vois pas, mais on peut en discuter. Mais oui, ce sont des questions qui doivent nous mettre en mouvement. J'aimerais au final conclure sur votre question avec une maxime, une pensée qu'un de mes maîtres en Angleterre, dans une petite bourgade qui s'appelle Gateshead, la porte de la tête. Il avait l'habitude de dire, parce qu'on est jeune, enfin, quand j'étais là-bas, on était jeune, et un jeune parfois peut s'impatienter face au sentiment d'être acculé à cause d'une question, etc. Et au final, il avait l'habitude de dire celui qui comprend la question, celui qui comprend la question jusqu'au bout a déjà la moitié de la réponse. C'est une séance sur le judaïsme, bonne question, mercredi, mais a plus de la moitié de la réponse. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'au final, ça permet de véritablement rester dans cette phase de question qui, comme vous dites, nous permet d'être un petit peu plus en mouvement qu'une réponse qui nous invite au final à tourner la page. Merci. En espérant avoir répondu à votre question. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, une question de Jean-François Beau. Comment on écrit Ma? Alors, Ma, c'est la lettre Mem, donc la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Et avec les voyelles, en fait, ça a un kamatz en dessous. Vous pouvez mettre même un patard, il n'y a pas fondamentalement d'incidence. Ça fait cette petite question Ma. Et au final, on emprunte cette question dans un des textes les plus fondamentaux du judaïsme, qui est le Manishtana. Qu'est-ce qu'à cette nuit-là de différent par rapport aux autres nuits lors de cette veillée pascale? On en avait parlé il y a quelques semaines, maintenant quelques mois. Lors de cette veillée pascale autour de la table de Pessah, de la Pâque juive, on emprunte cette question-là, ce Ma-là, pour faire poser l'enfant, pour inviter l'enfant à poser cette question-là. Aussi simple soit-elle, mais l'inviter à entrer dans le mouvement, comme on disait, de la question, du questionnement. Rav, Oui, bien sûr. ouais, tu m'entends, ouais. Merci pour le cours, hein. Si tu dis que, si on dit que Adam, c'est la question, du coup, Oui. Dieu, c'est la réponse. Ah, c'est beau ça.
Dieu, c'est celui qui fait confiance à l'homme au final. C'est celui, c'est Dieu qui nous met au cœur du monde, qui nous balance au final une bonne dose de courage, à la fois pour poser des questions. Euh, la réponse, c'est une autre manière de concevoir les choses. C'est assez difficile d'en parler parce qu'il faudrait peut-être plusieurs heures pour essayer de trouver les bonnes réponses. Mais la semaine prochaine, promis, je pense que vous aurez une illustration de quelle peut être au final la réponse d'un homme lorsqu'on rentre dans ce domaine de l'existentiel, lorsqu'on reste sur un texte. Alors oui, il y a une solution, je dirais plutôt une solution qu'une réponse. Il y a une solution à une certaine incohérence, une certaine une technicité par exemple, lorsqu'on a dit que Rachid questionne souvent la redondance, voilà, il y a une solution. Maintenant, la réponse, c'est l'autre pan de l'histoire. Et est-ce que Dieu a toutes les réponses ou est-ce que euh, j'aimerais, enfin, il y a bien sûr des réponses en Dieu et je veux pas du tout répondre ça maintenant comme ça sur un pied, mais il faut pas penser que les réponses sont dans un autre monde, sont hors d'atteinte. Et c'est peut-être non pas ce que ta question suggère, mais ce qu'on peut entendre dans ta question. C'est-à-dire, il faut pas penser, mais là on rentre vraiment dans d'autres sphères. Et on quitte un peu Rachi, qui nous est cher. Euh, mais voilà, il faut pas penser que la réponse est hors d'atteinte. Au contraire, si je répète cette maxime-là, il y avait un peu de bruit quand je l'ai dit d'un de mes maîtres, lorsqu'on dit qu'il faut au final poser savoir poser la bonne question, c'est la moitié de la réponse, c'est aussi une réponse à ta question. C'est-à-dire de savoir que dans la question, il y a une forme de compréhension et de connaissance de la réponse, c'est fondamental. Moi, j'espère Ok, merci, ouais, merci. m'avoir aidé à réfléchir, Ouais. autant que ça nous a aidé à réfléchir. D'autres questions? Hmm. Oui, Raph, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend. Oui, merci pour toutes ces informations. Alors moi, j'avais une question, c'est concernant une phrase, j'aimerais bien que vous la développiez. C'est parce que j'ai pas bien compris, je l'ai noté très rapidement. Rachid ne commente pas le sens des phrases, mais il entend le sens des mots. Oui. Alors, on y reviendra dans une prochaine séance. C'est en fait faire la différence entre la phrase et le mot. Euh, Rati, c'est aussi, ça ne veut pas dire il n'est pas autre chose. On ne peut pas enfermer au final ce que vous commencez à comprendre, ce que nous commençons à comprendre collectivement, c'est qu'on ne peut pas enfermer Rachid dans une case, dire qu'il ne fait que ça. Et j'essaye d'avoir toujours des idées qui ouvrent et non pas des idées qui ferment et qui enferment. Mais l'idée, c'est que lorsque vous êtes confronté, que ce soit à une maxime talmudique, un enseignement talmudique ou un verset biblique, vous êtes en face d'une série de mots qui forment une phrase. Et le lecteur peut avoir une certaine tentation, je ne dis pas que c'est la tentation la plus facile, de lire la phrase dans son entièreté pour comprendre ce qu'elle dit dans sa globalité. Et Rachi essaye assez souvent pour le notifier, de toujours mettre en pause parfois même les mots, parfois même les lettres. Et lorsque vous avez une constance systématique chez Rachi, notamment dans le Talmud, dans la Bible, un peu plus que dans le Talmud, à s'arrêter sur le mot, à avoir le mot juste, à s'arrêter sur le mot, à s'arrêter sur la lettre, vous produisez une des phrases que j'ai dit dans la conférence, dans le sens où on doit parfois essayer de mettre pause, non pas sur l'émotion ou la compréhension qu'une phrase ou qu'un texte produit dans sa globalité, mais parfois même un mot
en le dissociant quelque peu du sens de la globalité, mais pour comprendre au final pourquoi ce mot et pas un autre. Et Rachid le fait assez souvent pour que ça soit notifié pourquoi ce mot et pas un autre. Pourquoi ce mot avec telle lettre, tel infinitif, telle conjugaison et pas une autre. Ce sont des commentaires de Rachid qui sont très techniques pour la compréhension, mais quand bien même, dans la méthode, on a peu au final parlé de méthode parce qu'on essaye d'ouvrir aujourd'hui ce deuxième chapitre, enfin ce chapitre d'étude qui est la méthode. Mais votre question pose au final cela. Voilà. J'ai essayé d'être un peu plus développé que dans la conférence sur ce sujet-là, de la compréhension du mot juste, de pourquoi ce mot et pas un autre, pourquoi ici ce mot intervient et pas ailleurs. Et c'est tout ça qui est intéressant dans Rachid. Ça ouvre au final une autre facette d'un homme qui est pas seulement linguiste, mais vraiment attentif au final aux mots et non pas aux phrasés, non pas seulement aux phrasés, non pas seulement au sens, non, pas seulement à l'émotion qu'un texte dans sa globalité peut susciter. J'espère avoir répondu à votre question. Ah, très bien, merci beaucoup, Raph. Alors là, j'ai eu le temps de prendre plein de notes. Bah, au plaisir, n'hésitez surtout pas. D'autres questions ou sinon je vais conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, en vous souhaitant une magnifique après-midi. Alors, je ne sais pas si elle est aussi enneigée qu'en Île-de-France, mais en tout cas, quand même une magnifique après-midi. Voilà. Et une bonne fin de semaine, en milieu de semaine. Bonne journée à vous. Rav. Au revoir. Merci, Raph. Merci, Rav. Rêve top.